Quand j'ai ouvert la porte ce soir-là, je m'attendais à tout, sauf à la trouver là, debout sur le perron avec une valise à la main. 3 mois plus tôt, elle m'avait abandonné avec un mot expliquant qu'elle avait besoin de découvrir ce qu'elle voulait vraiment dans la vie avant de s'engager pour de bon. Elle était partie sans un regard en arrière. Mais cette fois, en croisant mon regard, puis en voyant la personne qui se tenait à mes côtés à l'intérieur, elle a compris quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son monde était sur le point de s'effondrer. On dit que certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles ont que lorsqu'elles l'ont perdu. Mais ma femme n'a pas seulement perdu ce qu'elle avait, elle l'a offert sur un plateau d'argent à quelqu'un qui savait vraiment l'apprécier. Je m'appelle Thomas Bernard. J'ai 29 ans et je suis administrateur réseau senior dans une entreprise technologique de taille moyenne au centre-ville de Lyon, avec un salaire de 78 000 $ par an. Pas mal pour un gars qui a commencé en réparant des ordinateurs dans son garage. Mais tout ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai été marié pendant 7 ans à mon amour de lycée, Sophie. Le mot-clé ici est « été ». Laissez-moi vous ramener au début, car pour comprendre la profondeur de la blessure, il faut savoir comment tout a commencé. J'ai rencontré Sophie Caron en première, pendant un cours de chimie. Imaginez la scène, moi, le gamin timide passionné d'informatique, avec de grosses lunettes et une anxiété sociale palpable, en binôme avec la fille la plus populaire du lycée pour un projet qui durait tout le semestre. Sophie était tout ce que je n'étais pas, sûre d'elle, extravertie, d'une beauté naturelle avec ses longs cheveux blonds et un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle avait besoin d'aide en chimie, j'avais besoin que quelqu'un me parle sans me regarder comme si j'étais une expérience de laboratoire. Ce qui a commencé comme des sessions de révision à la bibliothèque s'est transformé en quelque chose de réel. Elle riait de mes blagues scientifiques nulles. Je l'aidais à comprendre les structures moléculaires. Lentement, contre toute attente, nous sommes devenus amis. Puis, plus que des amis. Au bal de promo, nous étions inséparables. Elle m'avait choisi, moi, le nerf de l'informatique, plutôt que le capitaine de l'équipe de foot qui la courtisait depuis des mois. L'université a failli nous séparer. Elle est partie dans une université publique pour étudier la communication, je suis resté près de chez nous pour l'informatique. 2 heures de distance auraient pu être 2 planètes différentes. Mais nous avons tenu bon, avec des visites le week-end, des appels quotidiens et cette fois naïve que seul un amour d'adolescent peut entretenir. Quand elle a obtenu son diplôme, elle est revenue. Quand j'ai eu le mien, je l'ai demandé en mariage. Notre mariage fut simple et parfait. Nous avions tous les deux 22 ans, debout dans le jardin de ses parents sous des guirlandes lumineuses, nous promettant l'éternité. Son père l'a accompagné jusqu'à l'autel, les larmes aux yeux. Sa mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Même sa petite sœur, Émilie, sanglotait dans ses mouchoirs. Tout le monde croyait en nous. Et moi aussi, j'y croyais. Les premières années furent tout ce dont j'avais rêvé. Nous avons acheté notre première maison ensemble. Enfin, je l'ai achetée. J'économisais depuis le lycée, enchaînant les petits boulots et vivant chez mes parents pour constituer un apport. La maison n'était pas luxueuse, mais elle était à nous. Je l'ai mise uniquement à mon nom en utilisant mes économies d'avant le mariage, mais ce n'était qu'une formalité administrative. Dans mon cœur, tout ce que j'avais était à nous. Sophie a quitté son poste de réceptionniste après notre 2e année de mariage. Je veux me concentrer sur la construction de notre foyer, avait-elle dit, et cela me semblait parfaitement logique. Elle préparerait le dîner, s'occuperait de la maison et, peut-être, fondrait bientôt une famille. Je la soutenais entièrement. Mes parents m'avaient montré ce qu'était un véritable partenariat, mon père travaillait comme mécanicien, ma mère comme infirmière, et chacun contribuait à sa manière. Je pensais que Sophie et moi partagions cette même vision. Pendant un temps, ce fut le cas. Mais aux alentours de notre 6e année de mariage, les choses ont commencé à changer. Des changements subtils au début, faciles à ignorer. Sophie s'est inscrite à une salle de sport et y allait religieusement, 5 jours par semaine. Elle a commencé à sortir davantage avec ses amis, des soirées entre filles, qui s'éternisaient de plus en plus tard. Elle rentrait en sentant l'alcool et la cigarette, riant d'histoires qu'elle ne m'expliquait jamais complètement. « Tu devrais venir avec nous un de ces soirs », lui suggérais-je. « C'est juste des discussions de filles, Thomas. »« Tu t'ennuierais », me répondait-elle d'un revers de la main. Elle a commencé à faire des commentaires qui me tordaient l'estomac. Parfois,
je me demande ce qui se serait passé si je ne m'étais pas installé si jeune, disait-elle en parcourant Facebook, regardant les photos de ses amis d'université dans des bars ou à des concerts. J'ai l'impression d'avoir manqué tellement de choses. Son téléphone est devenu une extension de sa main, toujours posé face cachée sur la table, toujours avec elle dans la salle de bain, toujours silencieux quand j'étais là, mais vibrant constamment quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Quand je l'interrogeais sur les messages tardifs, elle disait que c'était le travail, la famille ou des amis avec des problèmes de couple. Je proposais des dîners en amoureux, des week-ends en escapade. Elle avait toujours des excuses, trop fatiguée de la salle de sport, déjà des projets avec ses amis. Peut-être la semaine prochaine, Thomas, répondait-elle invariablement. Le pire, c'est qu'elle me faisait passer pour un fou. Quand je lui faisais remarquer qu'elle semblait distante, elle m'accusait d'être collant. Tu te fais des idées, est devenue sa phrase favorite. Mon éducation m'avait appris que l'engagement avait un sens, que le mariage n'était pas jetable. Mes parents étaient ensemble depuis 32 ans. Ils m'avaient montré ce qu'était le véritable amour, stable, fidèle, durable. Je pensais que Sophie partageait ces valeurs. J'étais un idiot. Ce dernier mardi matin, 7 ans après notre mariage, je me suis réveillé dans un lit vide. Le côté de Sophie était froid. Je l'ai appelée. Pas de réponse. En descendant, j'ai vu une feuille de papier pliée sur la table de la cuisine avec mon nom écrit dessus. Je l'ai ouverte, j'ai lu la première ligne, et mon monde entier s'est effondré entre deux battements de cœur. Thomas. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je me suis marié trop jeune, et je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre que toi. J'ai besoin d'explorer d'autres options avant de pouvoir m'engager à avoir des enfants et à passer le reste de ma vie avec une seule personne. Je vais rester chez des amis pendant un certain temps pour y voir plus clair. S'il te plaît, n'essaie pas de me contacter. J'ai besoin d'espace pour découvrir qui je suis quand je ne suis pas l'épouse de quelqu'un. Je reviendrai quand je serai prête à parler de notre avenir. Sophie. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment. Chaque lecture était comme un nouveau coup de poing dans le ventre. Le détachement clinique. La façon dont elle parlait de notre mariage comme s'il s'agissait d'un abonnement qu'elle pouvait mettre en pause à sa convenance. La certitude que je l'attendrais sagement, comme un chien fidèle, jusqu'à ce qu'elle ait fini son « exploration ». Mais ce qui m'a le plus anéanti, c'est cette dernière phrase « Je reviendrai quand je serai prête ». Pas si elle revenait, mais quand. Comme si c'était une évidence que je serais toujours là, que notre mariage serait toujours là, qu'elle pourrait simplement revenir dans la vie qu'elle avait abandonnée quand bon lui semblerait. Le plus étrange, c'est le calme que j'ai ressenti. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je ne jetais rien. J'étais simplement vide, anesthésié, comme si mon système émotionnel avait surchargé et s'était mis en veille. Je me suis habillé, je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai résolu des problèmes de réseau, j'ai répondu à des emails. J'ai fonctionné comme un être humain tout en me sentant complètement déconnecté de tout ce qui m'entourait. Ce soir-là, j'ai appelé les parents de Sophie. Philippe Caron a répondu à la 2e sonnerie. « Thomas, comment vas-tu, mon grand ?» m'a-t-il salué chaleureusement. « Philippe, je dois te dire quelque chose. Sophie est partie ce matin. Elle a laissé une note disant qu'elle avait besoin de fréquenter d'autres personnes avant de s'engager dans notre mariage. » Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Quoi? Sa voix n'était qu'un murmure quand il a finalement répondu. Elle a dit qu'elle s'était mariée trop jeune et qu'elle devait voir ce qu'il y avait d'autre avant d'avoir des enfants avec moi. Mon Dieu, Thomas. Je suis tellement désolé. C'est. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-il répondu, et je pouvais l'entendre respirer lourdement. Est-ce qu'elle t'a appelé? Expliquer quoi que ce soit. Aucun contact. La note disait de ne pas la chercher. C'est de la folie. Isabelle va perdre la tête. As-tu parlé à Émilie? Émilie. La sœur cadette de Sophie. 24 ans, hygiéniste dentaire, avec une vie bien plus stable que celle que Sophie semblait vouloir. Émilie avait toujours été adorable avec moi, elle semblait sincèrement m'apprécier en tant que personne, et non pas seulement me tolérer comme le mari de sa sœur. Pas encore. Je voulais vous appeler en premier. Thomas, écoute-moi. Tu fais partie de la famille.
Quoi qu'il arrive entre toi et Sophie, tu resteras de la famille pour nous. Ce n'est pas normal. Ce qu'elle fait n'est pas normal. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant 10 minutes avant d'appeler Émilie. Thomas? Elle avait l'air surprise en répondant. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. Sophie est partie ce matin. Elle a laissé une note disant qu'elle avait besoin de rencontrer d'autres hommes avant de s'engager dans notre mariage. Elle a fait quoi? Le choc dans sa voix était total et sincère. Thomas, non. Oh mon Dieu, tu es sérieux? J'ai la note juste ici. C'est insensé. Ce n'est pas. Mon Dieu, je savais qu'elle était bizarre ces derniers temps, mais je n'aurais jamais pensé. Sa voix s'est éteinte, puis est revenue plus forte. Est-ce que tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? De la compagnie? À manger? Je peux passer. Tu n'es pas obligé. Je prends déjà mes clés. Donne-moi 20 minutes, m'a-t-elle interrompu avec détermination. Émilie est arrivée 18 minutes plus tard, les bras chargés de plats thaïlandais mais préférés ceux dont elle s'était souvenue de dîner de famille. Elle m'a regardé sur le seuil de la porte et m'a immédiatement serré dans ses bras. Une étreinte qui a duré plus longtemps qu'il n'était probablement convenable pour une belle-sœur, mais c'était la première chaleur humaine que je ressentais de la journée. Nous nous sommes assis sur le canapé, mangeant du pad thaï et essayant de donner un sens à ce que Sophie avait fait. J'avais remarqué qu'elle était agitée, a admis Émilie à voix basse. Elle se plaignait sans cesse de s'être installée trop jeune, d'avoir l'impression d'être passée à côté de sa vingtaine. Mais Thomas, je lui ai dit qu'elle était ridicule. Je lui ai dit que tu étais un homme formidable et qu'elle devrait apprécier ce qu'elle avait. Tu lui as dit ça? Ai-je demandé, surpris. Plusieurs fois. Elle se lançait dans des tirades sur le fait que toutes ses amies célibataires vivaient des aventures alors qu'elle était coincée à jouer à la maîtresse de maison. Je n'arrêtais pas de lui dire que ses amies étaient aussi seules et sortaient avec des types minables. Que ce que vous aviez, vous deux, c'était réel. Au cours des semaines suivantes, Émilie est devenue mon encre. Elle prenait de mes nouvelles tous les jours, parfois juste un texto pour s'assurer que je mangeais, parfois en débarquant avec le dîner ou en m'invitant à prendre un café. Je n'ai jamais senti de pitié ou d'obligation de sa part. C'était une attention sincère, venant de quelqu'un qui voulait vraiment passer du temps avec moi. Nous parlions pendant des heures du travail, de livres, de nos familles, de tout sauf de Sophie, jusqu'à ce qu'un soir, Émilie aborde le sujet elle-même. Je peux te poser une question? Étais-tu heureux? Vraiment heureux, je veux dire, avant tout ça? J'y ai réfléchi honnêtement. La dernière année? Non. J'essayais d'être heureux. J'essayais de la rendre heureuse, mais elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un qui semblait en vouloir à chaque aspect de notre vie commune. Elle en voulait à cette vie. Elle m'appelait pour se plaindre de ton côté ennuyeux, de votre vie prévisible, de son sentiment d'être piégée, a-t-elle révélé, me regardant avec une sorte de douleur dans les yeux. Je te défendais toujours. Je lui disais toujours qu'elle avait de la chance d'avoir quelqu'un de stable, de loyal et de gentil. 6 semaines après le départ de Sophie, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier mais qui m'a semblé la chose la plus naturelle du monde, je n'avais pas pensé à Sophie depuis 3 jours. À la place, je pensais à Émilie, à son rire quand je faisais des blagues stupides, à la façon dont elle écoutait vraiment quand je parlais, au confort que je ressentais quand elle était dans ma maison, dans mon espace, dans ma vie. J'étais en train de tomber amoureux de la sœur de ma femme, et je n'allais plus lutter contre ça. Un jeudi soir, j'ai invité Émilie à dîner, non pas comme l'amie qui m'avait soutenu dans la pire période de ma vie, mais comme quelque chose de plus. J'ai cuisiné, vraiment cuisiné, pas juste commandé à emporter. Un poulet en croûte d'herbe avec des légumes rôtis et une purée maison, le genre de repas que Sophie qualifiait toujours de « trop d'efforts pour juste nous deux ». Émilie est arrivée avec une bouteille de vin et ce sourire qui était devenu le meilleur moment de mes journées. Elle portait une robe d'été bleue qui faisait ressortir ses yeux, et elle avait fait quelque chose de différent avec ses cheveux. Pour la première fois depuis qu'elle venait, cela ressemblait à un rendez-vous. Ça sent incroyablement bon, dit-elle en me suivant dans la cuisine. Depuis quand tu cuisines comme ça? J'ai toujours su faire. C'est juste que Sophie n'a jamais voulu que je me donne cette peine. C'est elle qui perd, a répondu Émilie, et quelque chose dans sa façon de le dire a fait accélérer mon cœur.
Nous avons mangé à la table de la salle à manger au lieu du canapé, avec de vraies bougies et la belle vaisselle qui n'avait pas servi depuis des mois. La conversation était fluide, comme toujours avec Émilie. Mais ce soir-là, il y avait une tension sous-jacente que nous évitions tous les deux depuis des semaines. « Émilie, dis-je alors que nous finissions le plat principal, je dois te dire quelque chose. » Elle posa sa fourchette, soudainement sérieuse. « D'accord. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait ces 2 derniers mois. Pour avoir été là, pour ton soutien, pour t'être assuré que je ne sombre pas. Thomas, c'est ce que font les amis, commença-t-elle. Tu es plus qu'une amie, les jeux interrompus, les mots sortant doucement mais fermement. Tu as été là chaque jour. Tu t'es plus soucié de moi en 8 semaines que Sophie ne l'a fait durant la dernière année de notre mariage. Les joues d'Émilie rosirent. Thomas, murmura-t-elle. Je tendis la main par-dessus la table et pris la sienne. Je ne dis pas ça pour rendre les choses bizarres entre nous. Je veux juste que tu saches que tu comptes pour moi. Pas comme la sœur de Sophie. Tu comptes pour moi, en tant qu'Émilie. Elle fixa nos mains jointes un long moment. Quand elle releva les yeux, ils brillaient de larmes contenues. Tu comptes pour moi aussi, avoua-t-elle doucement. Le mois suivant, nous avons passé presque toutes nos soirées ensemble. Parfois chez moi, parfois dans son appartement, parfois simplement en nous promenant dans le parc. Un soir, nous sommes allés au cinéma, et en la ramenant, aucun de nous ne voulait que la soirée se termine. Nous sommes restés dans sa voiture à discuter jusqu'à près de minuit. Quand elle a finalement attrapé la poignée de la portière, j'ai retenu sa main. Émilie. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une permission. Un espoir. Le même sentiment qui grandissait entre nous depuis des semaines. Je l'ai embrassée. Doucement d'abord, avec hésitation, lui laissant toute possibilité de se retirer. Au lieu de ça, elle m'a rendu mon baiser avec une douceur qui m'a serré la poitrine. Quand nous nous sommes finalement séparés, elle a posé son front contre le mien. « Est-ce que c'est mal ?» a-t-elle chuchoté. Elle m'a quitté, ai-je dit fermement. C'est elle qui a choisi de partir. Je sais, mais c'est ma sœur. Elle a fait son choix, Émilie. Et je suis en train de faire le mien. Émilie a commencé à laisser quelques affaires à la maison, progressivement. Pas une annonce officielle, juste des petites choses qui semblaient logiques, une brosse à dents, quelques vêtements pour quand elle restait dormir, sa tasse de café préférée. C'était naturel, organique, comme si sa place avait toujours été là, d'une manière que Sophie n'avait jamais vraiment occupée. Pendant que notre relation s'approfondissait, je m'occupais des aspects pratiques. L'avocat spécialisé en divorce que j'ai consulté a confirmé ce que je soupçonnais. Comme la maison était uniquement à mon nom et achetée avec mes économies d'avant le mariage, Sophie n'y avait aucun droit. Sans enfant et Sophie n'ayant rien contribué financièrement depuis 3 ans, le divorce serait simple. Elle a abandonné le domicile conjugal, m'a expliqué l'avocat. Combiné à son aveu écrit qu'elle est partie pour explorer d'autres options, elle n'a aucun levier. J'ai fait préparer les papiers mais je ne les ai pas encore déposés. J'attendais. Je savais que Sophie finirait par revenir, probablement quand son aventure deviendrait trop chère ou trop solitaire. Je voulais être prêt. J'ai aussi fait changer les serrures, j'ai regroupé nos comptes bancaires joints sur un compte unique à mon nom, et je l'ai retiré de ma mutuelle santé. Ce n'était pas de la vengeance, c'était pragmatique. Elle avait choisi de partir. Je choisissais d'avancer. Émilie était au courant de tout. Elle n'était ni jalouse ni anxieuse à l'idée du retour inévitable de Sophie. Au contraire, elle semblait satisfaite que je ne reste pas à l'attendre comme un chien fidèle. Elle va devenir folle quand elle l'apprendra, dit Émilie un soir alors que nous préparions le dîner. À notre sujet, je veux dire. J'ai arrêté de couper les légumes et je les regardais. Est-ce que ça te va? Quoi qu'il arrive quand elle reviendra. Le sourire d'Émilie était petit mais féroce. Thomas, ma sœur a jeté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle n'a pas le droit de s'énerver quand quelqu'un d'autre reconnaît ta valeur. Ça pourrait devenir moche, ai-je prévenu. Laissons les choses devenir moches. Elle a fait son choix il y a 3 mois. Tu as fait le tien. Elle ne peut pas revenir comme une fleur et prétendre qu'il n'y a pas de conséquences. Exactement 3 mois après le départ de Sophie,
Émilie et moi étions dans le salon quand nous avons entendu une voiture se garer dans l'allée. Nous avons échangé un regard entendu. Nous savions tous les deux que ce moment viendrait. Je me suis dirigé vers la porte, les papiers du divorce déjà dans la poche de ma veste. Émilie s'est tenue à mes côtés, sans plus se cacher. On a frappé. J'ai ouvert la porte. Sophie était là, avec sa valise, le mascara coulé, l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait commis la pire erreur de sa vie. Elle avait raison. Ses premiers mots étaient empreints d'une certitude qui allait voler en éclats en quelques secondes. « Thomas, je suis rentrée à la maison », a-t-elle déclaré, comme si rien n'avait changé. L'audace de ce mot, « maison », m'a frappé comme un coup. 3 mois de silence, d'abandon, et elle osait appeler cet endroit sa maison comme si elle ne l'avait jamais quitté. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Mon silence était plus puissant que n'aurait pu l'être la colère. Le regard de Sophie a balayé la pièce derrière moi, et elle a vu Émilie dans le salon, portant un de mes vieux sweats d'université. Cette vision l'a frappée comme un marteau. « Émilie, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé, sa confusion grandissant. Émilie s'est avancée calmement, s'est tenue à mes côtés avec une intimité naturelle, et a prononcé la phrase qui a fait voler en éclats le monde de Sophie. « J'habite ici maintenant », a-t-elle déclaré d'un ton neutre. Le visage de Sophie s'est vidé de toute couleur. « Quoi ?» a-t-elle haleté, incrédule. L'horreur, la prise de conscience. Tout l'a frappé en même temps. Ma voix était froide et sans émotion quand j'ai parlé. Tu es parti. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. Le désespoir de Sophie a explosé. Thomas, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je le réalise maintenant. Je veux rentrer. Je veux qu'on arrange les choses, a-t-elle supplié frénétiquement. Elle pleurait, le mascara coulant, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de me toucher. Je n'ai pas bronché. J'ai sorti l'enveloppe contenant les papiers du divorce de ma poche et je la lui ai tendue. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, même si elle savait déjà. Les papiers du divorce. Signe-les. Les mains de Sophie tremblaient en ouvrant l'enveloppe. La réalité des conséquences permanentes l'a frappée de plein fouet. Thomas, non. S'il te plaît. Je t'aime. J'étais perdu. J'avais juste besoin de temps. Je l'ai coupé avec une précision brutale. Tu as eu du temps. Tu as choisi de jeter 7 ans de mariage pour des inconnus. Maintenant, tu fais face aux conséquences. J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Sa voix est montée jusqu'à un cri. Émilie s'est alors avancée, non pas pour être méchante, mais simplement honnête. Tu n'as pas fait une erreur, Sophie. Tu as fait un choix. Tu as abandonné un homme bien parce que tu étais égoïste, et maintenant il a trouvé quelqu'un qui l'apprécie vraiment. Sophie s'est tournée vers sa sœur avec venin. Tu couches avec mon mari ? La réponse d'Émilie fut calme et définitive. Ton ex-mari. Dès que tu auras signé ces papiers. Sophie s'est effondrée à genoux sur le perron, en pleine crise de larmes. S'il te plaît, Thomas, donne-moi une autre chance. Je n'ai nulle part où aller. J'ai dépensé tout mon argent. Je n'ai plus rien, a-t-elle pleuré. Ce détail a révélé la nature de son exploration, des nuits d'hôtel, des bars, des rendez-vous avec d'autres hommes, un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je l'ai regardé sans pitié, sans colère, juste une finalité absolue. Signe les papiers, laisse-les dans la boîte aux lettres, et ne reviens pas. J'ai fermé la porte. À l'intérieur, Émilie m'a serré la main. Dehors, nous entendions Sophie frapper à la porte, sangloter, supplier. Nous n'avons pas ouvert. J'ai préparé du café. Émilie s'est assise à côté de moi. Nous avons attendu en silence. Au bout d'1 heure, les coups ont cessé. Le moteur d'une voiture a démarré. Sophie était partie. 2 semaines plus tard, les papiers du divorce signés sont apparus dans la boîte aux lettres. Mon avocat a confirmé que tout était finalisé rapidement. Sophie n'a absolument rien obtenu. Mais elle n'avait pas fini d'essayer. 2 semaines après la finalisation du divorce, elle est revenue tard dans la nuit. Elle était plus mince, épuisée, désespérée. Thomas, s'il te plaît,
j'ai besoin d'aide. Il me faut de l'argent. Juste 1000 $. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Ma réponse fut le clou final. Va-t'en, Sophie. Émilie a ajouté, sans méchanceté, juste la vérité. Trouve un travail, comme tout le monde. J'ai refermé la porte. Il y a 1 an aujourd'hui, je me suis réveillé dans un lit vide avec une note qui a détruit tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Aujourd'hui, je me réveille avec le bras d'Émilie sur ma poitrine, son visage paisible dans la lumière du matin. Notre chambre. Notre maison. Notre vie. J'ai 30 ans maintenant. Émilie et moi sommes mariés depuis 6 mois. Une petite cérémonie au tribunal, avec seulement la famille et les amis proches. Ses parents étaient là, versant des larmes de joie cette fois. Tu as toujours été le fils que nous voulions, m'a dit Philippe lors de la petite réception. On s'est juste trompé sur laquelle de nos filles était assez intelligente pour t'apprécier. J'ai eu une promotion et mon salaire est passé à 88 000 $ par an. Émilie aime toujours son travail. Nous sommes des partenaires dans tous les sens du terme. Nous rénovons la maison ensemble, créant de nouveaux souvenirs. Nous parlons sérieusement d'avoir des enfants, une perspective qui semble naturelle et excitante avec Émilie, alors qu'avec Sophie, c'était toujours une obligation que je semblais pousser seule. La trajectoire de Sophie est exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Elle cumule 2 emplois à temps partiel, caissière dans un supermarché et hôtesse dans un restaurant de chaîne. Elle vit dans un studio de l'autre côté de la ville. Ses réseaux sociaux, qu'Émilie consulte parfois par curiosité morbide, racontent l'histoire d'une personne qui essaie désespérément de se convaincre qu'elle est heureuse. Des photos de cocktails vides avec des légendes sur « Vivre sa meilleure vie », des selfies avec des sourires forcés. Ses parents lui parlent à peine. Sa relation avec Émilie est totalement inexistante. Sophie ne peut pas pardonner à Émilie de m'avoir volé, incapable de reconnaître qu'elle m'avait d'abord jeté. Parfois, Sophie m'envoie des messages tard dans la nuit. Des excuses. Des regrets. Des supplications pour une conversation. Je ne réponds jamais. Je l'ai bloquée, mais elle trouve de nouveaux numéros. Émilie est au courant et ne se sent pas menacée. Nous rions parfois de ce désespoir, sans cruauté. Il n'y a aucune joie à voir quelqu'un s'autodétruire, même quelqu'un qui le mérite. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y a pas une certaine satisfaction à savoir qu'elle comprend maintenant ce qu'elle a abandonné. Sophie voulait explorer. Elle voulait voir ce qu'il y avait d'autre. Elle a découvert. 3 mois de rencontres sans lendemain et de dîners coûteux avec des hommes qui ont disparu une fois la nouveauté passée. Et qu'a-t-elle trouvé? Que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Que l'excitation s'estompe. Que la vie de célibataire semble beaucoup plus amusante depuis l'intérieur d'un mariage stable que depuis un studio à 2 heures du matin, quand on a presque 30 ans et qu'on repart de zéro. Elle a appris ce qu'elle avait quand elle l'a perdu. Mais j'ai appris quelque chose de bien mieux, que parfois, ce que l'on croit avoir perdu ne faisait que laisser la place à ce dont on avait réellement besoin. Et voilà, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que le dénouement vous a surpris ou était-ce ce à quoi vous vous attendiez? Je suis curieux de connaître votre avis. De quel côté êtes-vous? Qu'auriez-vous fait à la place de Thomas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires captivantes chaque jour. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.